Bonsoir monsieur, bonsoir, bienvenue sur For You Télévision, bienvenue à cette première sortie du point sur l'actualité. Première sortie justement pour cette autre semaine. Et donc une semaine qui s'annonce quand même assez chaude en termes d'informations, notamment avec les pays de la sous-région ouest africaine. Et donc, depuis quelques heures, il y a je ne sais pas si on va dire une rumeur, il y a quand même cette information qui fait état de ce que un mini-sommet, ou du moins un sommet, se profile du côté des États-Unis, du côté bien sûr des Nations Unies, un mini-sommet qui, voilà. Mini-sommet, c'est la CEDEAO. Oui, un mini-sommet ou alors de la CEDEAO qui se profilerait donc du côté de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, mais pas en Afrique, du côté bien évidemment des Nations Unies. Et bien, ce qu'il faut savoir, chers téléspectateurs, c'est que par ailleurs, président en exercice de la CEDEAO, un sommet donc extraordinaire de l'organisation sous-régionale devrait se tenir très prochainement à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est une information qui est encore, on va dire, sous les tables, parce que l'information n'a pas encore été rendue officielle. Et donc, la raison de ce sommet, donc la tenue manifeste à Umaro Sissoko Embalo, son voyage à Moscou, initialement donc prévu justement pour le 21 septembre, lequel a donc été repoussé, on va le dire, pour 6 jours, soit le 27 septembre. Pour l'heure, la date du sommet n'est pas encore précise, nous le disons encore un peu plus haut tout à l'heure. Mais l'Assemblée générale quand même de l'ONU s'ouvre demain 13 septembre 2022. Finalement, ce sommet aura-t-il lieu demain également le 13, mais nous savons que le 13 septembre également, il y a l'Assemblée générale de l'ONU. Et donc, pour nous aujourd'hui, il est question de comprendre un tant soit peu, si jamais cette nouvelle est vraie, on voudrait poser la réflexion justement sur le bien fondé de ce sommet de la CEDEAO en plein cœur des Nations Unies. Et donc, voilà ce qui va constituer la première sortie du point sur l'actualité. Et de retour donc sur le plateau, nous allons dire bonsoir à monsieur Jonathan Batengeni. Bonsoir Madame Dedi Foot, et surtout dans cette belle tenue, vous faites honneur à la gente féminine, à toutes les princesses panafricanistes. Vous êtes surtout une valeur sûre et nous tenons toujours à le rappeler. Vous nous avez surtout marqué par votre dévouement, votre engagement, votre totale conviction avec les valeurs panafricanistes, et ça vaut que tous les soirs vous tenez ce programme malgré, il faut le dire, votre état de santé. Nous prions nos ancêtres qu'ils puissent vous redonner la santé de fer qu'on vous a connue et qu'ils puissent vous aider dans votre rétablissement. Peu de gens le savent, mais vous réalisez les émissions ces derniers jours dans une situation difficile. Et ça, c'est un hommage que nous devons rendre à votre auguste personne. Nous tenons à saluer aussi tous les techniciens qui abattent un travail d'orfèvre
et qui, grâce à eux, nous avons cette qualité impeccable d'image à l'audio comme au visuel. Nous saluons nos téléspectateurs, nos téléauditeurs, nos web téléspectateurs qui sont tous les jours connectés et qui ont fait de cette émission une émission culte du rendez-vous panafricaniste. Nous leur disons merci, nous leur disons participez activement parce que notre grande Linda Ndedi Foot, elle aura la force de votre participation, elle aura la force de votre contribution. Il faut aussi lui témoigner notre solidarité dans sa situation particulièrement difficile et qu'elle puisse trouver dans tous ces beaux mots du baume qui va lui permettre de traverser cette période un peu particulière. Nous saluons également la direction générale et tout le personnel de For You Media, grâce à qui nous avons cette émission et grâce à qui nous avons ce média qui est effectivement un des moyens de communication et de défense de la cause panafricaniste. Nous saluons aussi nos admirateurs depuis l'Occident parce que notre sœur Linda, nous avons fait l'heureuse découverte que notre compte Twitter était désormais épié par plusieurs magazines. Entre autres, il y a le magazine 20 minutes qui nous a même dédié tout un article après la publication d'une vidéo qui remettait en cause le traitement inhumain de la colonisation. Ils ont considéré que nous étions en train d'impliquer la reine d'Angleterre, mais nous étions en train de dire aux Africains, pour ceux qui veulent pleurer, ressaisissez-vous, nous ne pouvons pas pleurer nos bourreaux. Ah ouais. Nous ne pouvons pas pleurer nos bourreaux. Le mot vaut la peine parce que la couronne d'Angleterre s'est enrichie de manière illicite, de manière illégale, à partir du vol et du pillage. On ne parlera pas de la Compagnie des Indes orientales, de la Compagnie des Indes occidentales. On ne parlera pas des différentes missions en Afrique qui ont pillé les richesses, qui ont pillé les joyaux, qui sont devenus ce qu'ils appellent les joyaux de la couronne. Et dans un post de Twitter, qui n'a pas finalement été repris aussi par le fameux magazine, parce qu'il s'agissait essentiellement d'une campagne qui visait à ternir notre image, ils auraient dû reprendre notre propos. Nous précisions que les joyaux de la couronne sont l'exposition grandeur nature du vol et du pillage de la Grande-Bretagne, mais surtout de la couronne britannique. Et la reine décédée n'a jamais dénoncé cet acte historique qui est une violation des droits de l'homme. Nous saluons également les autorités du Cameroun ainsi que les forces de sécurité et de défense, ciment de l'unité et de l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Merci beaucoup, Jonathan Batengeni. Alors, revenons-en à cette actualité aujourd'hui. La réflexion, justement, en fait, c'est ce que nous faisons. Nous cherchons à comprendre la tenue du sommet extraordinaire de la CEDEAO, non seulement sur le Mali, mais également sur la Guinée. La Guinée, donc, Conakry, avec la grosse interrogation, celle de savoir si les États-Unis d'Amérique ne sont donc pas à la manœuvre. Ça, je crois que pour finalement on en arrive à la cause initiale des choses. Depuis un certain temps, nous avons défendu l'Afrique face au bourreau visible. C'était la France. Nous avons reprouvé les méthodes françaises. Nous avons dénoncé les méthodes françaises. Nous avons défendu l'Afrique bec et ongles contre la France. L'opinion africaine s'est levée et a compris que l'urgence était à mettre hors du continent, à botter en touche ce pays qui est un nain géopolitique. Comme m'a le dit notre frère Delphin Mouipundo depuis Gitega. Oui, la France est un nain géopolitique. Mais derrière ce nain géopolitique se trouve un géant. Et ce géant est finalement apparu. Ça se passe un peu comme lorsqu'on chasse le rat. Lorsqu'on met la fumée dans son trou, il finit par s'échapper par un des trous. Et après, on se rend compte qu'il n'y avait pas qu'un seul rat dans le trou.
il y en avait plusieurs. Donc parfois la capture qui aurait dû porter sur un rat finit par donner 4, 5 ou 10 rats. C'est effectivement la chasse au rat qui a été engagée en Afrique contre l'impérialisme. Et nous avons toujours dit que nous avons suscité un sentiment anti-impérialiste en Afrique. Je parle bien sûr de la communauté des panafricanistes. Oui, nous assumons la montée du sentiment anti-impérialiste. Et la montée du sentiment anti-impérialiste, quand il a porté sur un des bourreaux, un des impérialistes, la France a dit, il s'acharne sur nous. Seulement, comme c'est la chasse aux rats, nous avons mis la fumée et finalement, le nombre de rats qui sort par les trous nous montre qu'il n'y avait pas qu'un seul rat. Aujourd'hui, le vrai maître a pris les choses en main. Ouattara, après son échec, lors de la prise des mercenaires à l'aéroport de Bamako, Modibo Keïta, Ouattara est tombé en désuétude. Ouattara est tombé en disgrâce. La France, qui pilotait les opérations avec Ouattara, a aussi compris que désormais, après son échec géopolitique, mais surtout diplomatique dans l'affrontement avec les autorités maliennes, il fallait confier le dossier à ceux qui le mieux savent le gérer dans le bloc de l'OTAN. Donc le dossier a été confié aux vrais maîtres, les patrons de l'OTAN. Et les patrons de l'OTAN, comme en Ukraine, c'est un seul pays, les USA, les États-Unis. C'est les États-Unis qui ont pris le dossier désormais. Et les États-Unis ont demandé, ça c'est des renseignements tout à fait que nous avons pu obtenir d'indiscrétion de la CEDEAO, c'est les États-Unis qui demandent aux États de la CEDEAO d'organiser un sommet de la CEDEAO à New York. Il faut reprendre. Les États-Unis demandent à la CEDEAO d'organiser un sommet à New York. Un sommet de la CEDEAO. À New York. À New York. C'est inédit. C'est historique. Pour la première fois, une organisation sous-régionale africaine va déporter, extraterritorialiser son sommet. Il faut noter que le sommet, selon la charte de la CEDEAO, c'est le moment pendant lequel les grandes décisions sont prises. Ça revient un peu à ce qu'on appelle l'Assemblée générale de la CEDEAO. Pour la première fois, la vraie nature de la CEDEAO actuelle, la CEDEAO des élites, est mise à nu par ses vrais patrons. Ils ont demandé que la CEDEAO déporte son sommet pour New York. Et tout va se passer à New York. Et qui sera le vrai patron? C'est le State Department des États-Unis. C'est les États-Unis qui vont piloter ce sommet. Ils seront assistés pour la circonstance en tant que conseillers techniques de la France. Voilà ce qui va se faire. L'imposture de la CEDEAO est mise à nu. Finalement, on comprend que cette organisation, si elle ne s'est jamais battue pour les intérêts des Africains, c'est parce qu'elle était prise en otage par une élite corrompue, une élite corruptrice et une élite extravertie. L'extraversion de la CEDEAO achève de montrer que cette organisation n'est pas au service des peuples de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui va se passer à New York, c'est un simulacre, Madame Dédi. L'ambassadeur d'Espagne des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères d'Espagne nous l'avait déjà dit. L'OTAN veut entrer en guerre contre le Mali. C'est ce qui se prépare. Parce que des indiscrétions encore nous ont dit que au niveau d'Abidjan, le ton est monté. Il y en a parmi les larbins de la France et de l'OTAN qui pensent que le Mali a suffisamment causé des dégâts dans la sous-région. Il est temps de prendre des mesures fortes. Et vous comprenez ce que ça signifie. Et il n'y a pas que le Mali, il y a aussi la République de Guinée-Conakry. Apparemment, c'est donc deux morceaux durs pour la sous-région ouest africaine, parce que la preuve en est que de tous ces pays, on sait également qu'il y a le Burkina Faso, mais le Burkina Faso n'est pas trop secoué par ce problème d'insécurité ou encore
n'est pas sous pression, un peu comme le Mali ou encore comme la République de Guinée-Conakry. Et puis on va aussi quand même le dire que la quasi-totalité des chefs d'État considèrent qu'à la différence du Burkina Faso, comme je le disais tout à l'heure, les militaires au pouvoir, du côté bien sûr de Bamako ou encore à Conakry, ont donc suffisamment mené les populations en bateau. C'est ce que disent les journalistes d'une certaine presse. C'est ce qu'ils disent après leurs différentes investigations. C'est ce qu'ils veulent que les gens entendent. Voilà, donc, mais c'est pas ça, c'est ce qu'ils veulent que les gens entendent. Parce que sur le terrain, on a toute une autre réalité. Et donc, il y a ça. Et beaucoup pensent également que certains vont jusqu'à souhaiter que soit donc agitée la menace d'un dépôt de plainte devant la Cour pénale internationale pour donc les crimes internationaux, pour les crimes commis contre les populations, non seulement au Mali, mais également du côté de la République de Guinée-Conakry. Madame Dédi, quand vous le dites, je vois que vous avez même le sourire. Vous êtes dépassé par ce qui se dit. Effectivement, on a affaire avec un monde qui ressemble un peu à un scénario de science-fiction écrit depuis Hollywood. Prenons un peu statistiquement les violations de droits de l'homme. Abu Ghraib, George Walker Bush, a-t-il un jour été mis en cause dans une affaire concernant les violations de droits de l'homme à Abu Ghraib? Je parle d'Abu Ghraib parce que même si les organisations de George Soros, Human Rights Watch, Amnesty International, tout le reste, se sont parfois préoccupés pour les cas du tiers-monde ou bien des pays qui n'ont pas de puissance militaire et ne sont pas dans le giron occidental, au moins voilà des cas qui sont documentés et que eux ils ont documenté. Et pourtant, de manière illogique, George Bush n'a jamais été interpellé devant un tribunal criminel international. George Bush est-il un chef d'État, un super chef d'État? Est-il un citoyen de cette terre comme nous tous? Et vous savez que les constitutions de ces pays proclament l'égalité des hommes. L'égalité, une égalité théorique, nous avons toujours tenu à le rappeler. Il n'existe pas dans leur conception l'idée qu'ils soient égaux à nous. George Bush a échappé à la justice internationale. Bien avant lui, Bill Clinton, auteur de guerre dans le Moyen-Orient, la guerre de Palestine où il soutenait Israël, la guerre d'Afghanistan où il menait des frappes constamment contre les talibans et contre un ensemble d'acteurs. Les crimes que les États-Unis ont réalisés là-bas n'ont jamais été jugés. George Bush, 4 millions d'Irakiens morts par le fait de sa guerre sanglante, organisée de manière injuste, n'a jamais été jugé. Barack Obama, auteur du carnage de Tripoli, il n'a jamais été jugé. Il a tué les millions de citoyens libyens avec l'aide de son petit copain Nicolas Sarkozy de Borsa. Voilà des gens qui circulent sur cette planète, sont même invités à des sommets dits importants pour donner des avis réputés être très subtils. Des avis qui sont considérés comme des doctrines en matière de politique internationale. Ces individus, quand vous prenez le père de George Bush cumulé, vous font plus de 20 millions de morts dans l'humanité. Madame Dédi, on n'a jamais entendu parler de tentative ni de début du commencement d'une procédure au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Encore moins. Et d'ailleurs, quand Fatou Bensouda avait osé envoyer une convocation, on a dû lui répondre qu'on lui enlevait même le privilège d'encore aller aux États-Unis. Une procédure judiciaire impensable pour ces gens. Pourtant des criminels avérés.
Le Mali, son seul crime qu'on lui reproche, avoir lutté contre les terroristes, les vrais. Parce que l'Union européenne et la France sont venus tout faire, sauf aider à lutter contre le terrorisme. Ouais. On a même vu les Français armés, entraîner, équiper et missionner les terroristes. Les Maliens, qui ont engagé une lutte sans merci contre les terroristes depuis 2020, ont des résultats palpables. Des villes qui sont aujourd'hui libérées, des villages. On parle de plus de 2 millions de personnes qui ont recouvré leur zone d'habitation. On accuse cet État-là d'avoir violé les droits de l'homme. Donc, du point de vue de ceux-là, les droits de l'homme ne sont intelligibles que lorsque un État défend véritablement ses intérêts au détriment des intérêts occidentaux. Voilà la réalité des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont au service de l'impérialisme. C'est un discours fallacieux qui a déjà connu ses limites. On l'a vu à Belgrade quand il fallait bombarder Srebrenica. L'OTAN a utilisé ce discours. On l'a vu à Tripoli quand il fallait bombarder Kadhafi. L'OTAN a utilisé ce discours. On l'a vu à Abidjan quand il fallait bombarder le président légitime élu Laurent Gbagbo. L'OTAN a utilisé ce discours. C'est un discours galvaudé. Dans les méthodes du Pentagone et du State Department, quand on veut réduire, on veut éliminer un régime qui pose problème avec les intérêts géostratégiques et géopolitiques des États-Unis, on l'accuse de violation des droits de l'homme. Il n'est nullement question des questions de droits de l'homme. Et vous avez raison de dire, il n'est pas seulement question du Mali, il est aussi question de la Guinée-Conakry. Pourquoi? Parce que le crime de la Guinée-Conakry, de leur point de vue, c'est d'avoir permis au Mali de garder une ouverture sur la mer en ne participant pas à l'embargo de la CEDEAO contre ce pays. Embargo, nous le rappelons, illégal, injuste, illégitime. Alors, vous faites bien de parler justement de ces deux pays. On rappelle la position de la position justement de Monsieur Damiba. Monsieur Damiba dans cette situation, notamment avec le sommet qui va donc se tenir, même si la date n'a pas encore été rendue officielle, parce que déjà c'est demain que s'ouvrira alors le sommet de la CEDEAO, non pas le sommet de la CEDEAO, mais le sommet de l'Union des États-Unis. Des États-Unis et leur larbin, vous avez bien raison de le dire, parce que voilà. On ne pourrait pas confondre ce machin avec la CEDEAO des peuples. Et donc, il se trouve justement que hors du continent africain, ce sommet va donc se tenir, et c'est la première chose qui inquiète les Africains avertis. C'est la première chose qui inquiète également des personnes averties de la chose africaine, les meneurs de combat justement des problèmes africains. Et puis, il y en a qui pensent que le Burkina Faso serait donc perçu comme un bon élève. Suivez bien. Comme un bon élève acquis à la cause des puissances ex-colonisatrices. Et donc, c'est pourquoi il ne fait l'objet d'aucune sanction de la part de la CEDEAO. En effet, le coup d'État au Mali est considéré comme un bon coup pour certains par certaines puissances ex-colonisatrices. Madame Dédi, l'avantage, c'est que c'est avec vous que nous avons eu plusieurs émissions lors de l'annonce du sommet du 3 août dernier. On nous disait, il y aura un sommet, la CEDEAO va se réunir. Et nous disions, voilà notre posture. Elle n'a pas changé. Dans cette affaire, il y a un sujet principal. Un sujet secondaire qui lui est sous-jacent. Et un sujet qui n'est pas un sujet. Le sujet principal, c'est le Mali. Parce que l'OTAN considère et sait, il faut voir,
si cette affaire était à un niveau de gestion des puissances de second degré, on aurait laissé la CEDEAO se réunir encore au Ghana, chez Akufo-Addo, qui semble être l'élève le plus docile du bloc anglo-saxon. Si ce sujet était encore d'une importance relative, les États-Unis auraient laissé ce sujet à la France. Mais puisque même la France n'arrive plus à maîtriser son terrain, les États-Unis considèrent que c'est un sujet de premier plan. C'est-à-dire que c'est un sujet qui touche directement à la déstabilisation et au changement hégémonique dans le monde. Le Mali, nous le disions encore, le Mali devient un sujet principal parce que le Mali ne s'attaque pas à la France. Le Mali a battu la France. Le Mali ne s'attaque pas à la Côte d'Ivoire. Le Mali peut même décider de renvoyer ses 46 soldats là sans que Abidjan leur envoie quelque chose. Parce que c'est même grâce au Mali qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est encore en lumière. Ouattara a échoué, Madame Dédi, il a échoué. Du point de vue géopolitique, il n'a plus de consistance. Il est devenu un zéro macabo, zéro politique en Afrique de l'Ouest. Il n'a plus de consistance. Même les militaires ivoiriens, s'ils réalisent un coup d'État contre Ouattara, c'est un non-événement. La Côte d'Ivoire n'existe politiquement plus. Ils sont mis à plat. Le Mali a donc un adversaire, c'est les États-Unis. Le Mali est tellement monté, nous le disions encore, le Mali est tellement monté qu'aujourd'hui, les États-Unis savent que leur challenger en Afrique de l'Ouest, c'est le Mali. Pourquoi? Parce que les autorités maliennes ont un cap. Les autorités maliennes ont un partenariat avec un partenaire sérieux, la Russie. Les autorités maliennes, pendant que nous parlons, sont en train de construire des industries structurantes. Le coton, la transformation du coton, l'usine est en chantier. La transformation de l'or, l'usine est en chantier. Les projets de réforme constitutionnelle en vue d'endogénéiser la légitimité populaire du dirigeant, le chantier est en train d'être mené. Les États-Unis comprennent une chose. S'il y a un renversement géostratégique et géopolitique dans la sous-région, c'est au Mali. C'est pourquoi ils dessaisissent le dossier de la France. Et ils prennent le dossier eux-mêmes. Ils comprennent que la lutte qu'ils ont toujours menée contre ce qu'ils appelaient l'Union soviétique est en train de prendre une autre tournure à partir du Mali en Afrique. Et le Mali, c'est une porte d'entrée de toute l'Afrique de l'Ouest. Le Mali a un effet contagieux et il constate que c'est déjà le cas. Monsieur le colonel Mamadi Doumbouya, président de la Guinée-Conakry, qui était arrivé, qui était un légionnaire français, mais qui est arrivé sous les auspices des forces spéciales états-uniennes, tourne le dos à ses anciens maîtres. Il veut également faire comme le colonel Assimi Goïta. L'effet de contagion est concret. Contagion positif. Positif. Voilà. L'ambassadeur des États-Unis allait menacer M. Doumbouya. Il allait là-bas tempester et dire, mais qu'est-ce qui se passe? I don't hear it. What's happening? What's wrong with you? Et M. Doumbouya l'a regardé certainement droit dans les yeux comme un soldat des forces spéciales et lui a dit, Excellence, here is not your country. You are in Guinea, in Conakry, Guinea. Cette phrase a dû refroidir le diplomate qui est rentré, il a appelé Washington, il dit, cette fois-ci nous avons affaire à des récalcitrants. Voilà pourquoi les États-Unis disent, on va mettre votre dossier sur la table. Akufo, tu ne connais pas gérer ces dossiers, laisse. Nous-mêmes, c'est nous qui pilotons les opérations maintenant en Ukraine. Et notez-le, madame, c'est un changement important. Ça arrive au moment où c'est les États-Unis qui pilotent directement la contre-offensive militaire au niveau de l'Ukraine. Ça veut dire que les États-Unis ne font plus confiance aux puissances secondaires. Les États-Unis ne font plus confiance à leurs intermédiaires. L'empire du mensonge, l'empire de la corruption, l'empire du chaos, les États-Unis sont touchés en plein dans le mille.
Le Mali a donné un grand coup dans la fourmilière. C'est pourquoi c'est à New York qu'on gère le dossier malien. Nous disions que le dossier malien, ce que les Maliens font est historique. Jamais un pays en Afrique n'a suscité une telle attention dans le bloc des impérialistes. Le Mali est en train de réaliser quelque chose d'inédit. Et ce qui fait peur aux États-Unis, c'est l'effet d'entraînement. L'effet d'entraînement. Et les États-Unis savent qu'il y a quelque chose de très profond. Le Mali le fait avec un socle idéologique avéré. Madame Dedi, les États-Unis n'ont pas peur de deux choses comme d'un pays qui a un socle idéologique. Ils ont peur de la Russie parce que la Russie avait un socle idéologique communiste. Ils ont peur de la Chine pour cela. Ils ont peur du Mali parce que le socle idéologique n'est pas communiste, il est panafricaniste. Alors, en rappelant à nos téléspectateurs que vous pouvez appeler aux différents numéros de téléphone avec bien sûr le concours de la réalisation qui va donc voilà, nous afficher les différents numéros de téléphone. Alors, vous pouvez dès cet instant appeler, chers téléspectateurs, à ces différents numéros de téléphone. Vous avez le choix par Skype, WhatsApp ou même en ligne directe. Et donc, pour rester dans le même canevas, Monsieur Batenguene, il y a quand même, on va le dire, il y a des observateurs avertis qui pensent qu'en convoquant ce sommet extraordinaire à New York, le président en exercice de la CEDEAO, le général Umaro Sissoco Embalo, a tout simplement agi de façon maladroite. Il vient donc ainsi de confirmer que la CEDEAO est désormais au service de certaines puissances ex-colonisatrices et non pour l'intégration de l'Afrique de l'Ouest. Pour eux, c'est ce que ça signifie tout simplement. Et puis, ils vont plus loin en disant que cette manière de faire de M. Embalo comporte déjà des grands risques d'embrassement de la sous-région ouest africaine. Tout d'abord, les deux pays qui ne se laisseront donc pas faire avec, bien sûr, la panoplie des pays occidentaux et même de M. Embalo. Il y aura un embrasement de ce côté-là. Et puis, il y a le risque que les forces armées de toute la sous-région ouest-africaine puissent se solidariser avec le Mali et la Guinée-Conakry à cause, bien sûr, des preuves irréfutables qui existent jusque-là contre la France. Vous avez une analyse parfaite de la chose. L'organisation de ce sommet de la, qu'est-ce qu'on dira, USA-CEDEAO, excusez, on peut dire USA-CEDEAO, c'est-à-dire désormais c'est États-Unis-CEDEAO, on ne sait pas trop comment formuler ça. Comment ça va s'appeler? On ne sait pas dans quelle langue ils s'exprimeront, peut-être tous parleront anglais pour la circonstance, et c'est bien. Ouattara était quand même au FMI, là-bas on parle anglais, donc ils ont quand même les rudiments. Ce sommet, c'est encore une erreur géostratégique. Vous allez remarquer une chose. Les peuples d'Afrique de l'Ouest qui nous écoutaient souvent dans les débats et disaient « Oh, ces gens, ils doivent être complotistes, ces gens, ils doivent avoir des idées, ils ne sont pas très bien dans leur... » Ces personnes vont commencer à se dire « Mais ils ont quand même raison. Ils ont quand même raison. » Donc l'affaire là est tellement compliquée sur notre continent qu'ils ont décidé d'aller aux États-Unis. En fait, ils viennent de commettre une erreur parce qu'ils confirment tous les jours ce que nous disons ici. Ils viennent de décrédibiliser tous ceux qui vont y participer. Et tous ceux qui n'auront pas honte d'y aller. C'était justement sur la prochaine question que je voulais vous poser, monsieur Jonathan. Parce que jusqu'ici, aucun pays africain ne s'est véritablement prononcé là-dessus. Alors, est-ce que le silence de certains pays face bien sûr à
ce sommet qui pourrait se tenir ou pas du côté des Nations Unies, si jamais le sommet se tient et que justement le Mali ou encore la République de Guinée-Conakry ou Ouattara, enfin parlant de la Côte d'Ivoire, le Togo, enfin bref, tous ces pays-là, s'il y a un silence, est-ce que ce ne serait pas un aveu d'échec de ce projet? Madame Dedi, la vérité est que les succès du panafricanisme ne peuvent plus se compter. Et ils ne vont pas s'arrêter avec ça. Non, ne croyez pas que c'est la peur. C'est le succès, c'est un succès, c'est une victoire du panafricanisme. Si ça ne se tient pas, ça veut dire que nous avons gagné encore. Ils ont peur. Déjà, regardez l'attitude. Ils ont convoqué le sommet, mais ils ne l'assument pas. Ils ne le publient pas partout. Ils font comme si c'est une affaire de secret entre deux personnes. Alors, on dit, ils vont venir. Viendra, viendra pas. Vous voyez que les pays ne communiquent pas eux-mêmes. Ils sont convoqués, mais personne ne veut assumer. Je vais y aller, je ne vais pas y aller. Aucune communication officielle. S'ils n'y vont pas, ce n'est que la confirmation d'une chose. Les intérêts africains sont devenus tellement importants pour les peuples que les dirigeants à un certain moment, même lorsqu'ils sont caporalisés par les cercles mafieux, ésotériques, occultes d'Occident, ces dirigeants à un certain moment commencent à avoir peur de servir les intérêts extérieurs. C'est une victoire à mettre sur le dos des peuples africains. C'est les peuples africains qui sont vainqueurs. Ce n'est pas simplement de la peur. Mais notons une chose, si le bandit ne sort pas le soir parce qu'on a intensifié les contrôles de sécurité, ce n'est pas une victoire de la peur du bandit. C'est une victoire du système de sécurité qui a été mis en place. C'est les peuples africains, à travers leur éveil, qui aujourd'hui sont en train de battre ces gens. Cette élite corrompue et corruptrice, qui est devenue le véhicule des anti-valeurs, des anti-modèles. C'est ce que cette élite, c'est désormais la victoire des peuples. S'il faut paraphraser aujourd'hui un grand France africain, c'est la victoire des vaincus. Les peuples qui autrefois on croyait avoir vaincu sont en train de prendre leur revanche et de gagner. Le peuple africain qui était la grande oubliée. Ce peuple est en train de revenir sur la scène et de revendiquer ses intérêts. Si les chefs d'État n'y vont pas, eh bien, nous disons encore au peuple, mobilisons-nous davantage. Il faut limiter au maximum l'influence de ces puissances malfaisantes, méprisantes et occultes qui n'ont d'intérêt que négatif sur notre continent, c'est-à-dire des intérêts de pillage, de prédation et d'exploitation sans contrepartie. Nous devons rester éveillés, nous devons rester mobilisés. C'est à ça que c'est notre mobilisation générale sur le continent. Si ces peuples-là restent éveillés, vous verrez, Madame Dedi, que ce genre de décision prise par quelques petits fonctionnaires états-uniens, parce qu'ils croient que le passeport bleu est un sauf-conduit pour le paradis, ou bien un signe de supériorité dans la race humaine, ils prennent des décisions aussi hasardeuses. S'ils le pensent encore, qu'ils reviennent sur terre. Nous sommes tous êtres humains et nous nous asseyons sur des chaises avec les mêmes fesses. Ça veut dire que désormais nous sommes conscients de l'égalité des peuples. Si c'est écrit dans leur constitution et qu'ils ne veulent pas pratiquer cela, les peuples africains les y amèneront. Et nous tenons à passer ce message aussi pour tous les autres peuples. Parce que les gens regardent l'Afrique d'un certain regard. Ils regardent l'Afrique comme ce clochard qui demande de l'aide. Eh bien, ressaisissez-vous vous tous qui le pensez. L'Afrique, ce n'est pas un clochard. L'Afrique, c'est un homme puissant qui est conscient de sa puissance et dont la puissance pendant longtemps a été cachée, bloquée, volée. Mais aujourd'hui, non seulement il est conscient de sa puissance,
il peut se doter des moyens de cette puissance et exercer cette puissance pleinement. C'est un processus qui sera amorcé. Notre génération le fera. Les autres peuples doivent le savoir. Les États-Unis au premier plan. Parce qu'ils considèrent qu'ils ont encore la capacité de mener le monde en bateau comme ils l'ont fait pendant des siècles. La récréation est terminée. Et c'est bien, nous disons au peuple d'Afrique de l'Ouest, ne laissez pas vos chefs d'État aller, ne laissez pas nos chefs d'État aller à New York décider des choses qui se passent sur notre territoire. C'est seulement en Afrique qu'on peut discuter des choses africaines. Même s'ils ont parfois même s'ils ont toujours une feuille de route qui leur est dictée de l'extérieur, au moins pour des questions d'honneur qu'ils discutent sur le continent. Alors justement, c'est la question qu'on veut quand même se poser, Monsieur Batenguene. Comment comprendre que des problèmes propres au continent africain se retrouvent sur la table des Nations Unies, du côté bien sûr de New York, alors que la question qu'on se pose, est-ce qu'il y a une consultation au préalable de ces différents chefs d'État? Quand je dis consultation, puisqu'il y a deux pays qui sont véritablement cités, on a le Mali, on a également la République de Guinée. Est-ce que ces deux pays ont été approchés par les autorités, par exemple, les autorités les autorités justement États-Unis. Non, de la CEDEAO, parce que vous savez, la CEDEAO aussi, c'est toute une organisation. Est-ce que ces pays ont été approchés par les autorités de la CEDEAO? Est-ce qu'il y a eu des discussions entre la CEDEAO justement et chacune des parties des deux pays? C'est la première question que l'on se pose. Et puis maintenant, la seconde est de savoir, au bout par exemple de ces rencontres, parce qu'au préalable, même lorsque on veut faire une rencontre, on prend quand même la peine parfois de se dire, bon, là, je vais en République de Guinée, je vais rencontrer mon frère africain, et puis je vais lui faire part de la proposition peut-être qui m'a été proposée par les Nations Unies. Non. Les gars sont assis là, et puis on leur dit, voilà, déjà Umaro Sissoko Embalo a dû repousser son séjour déjà du côté des Nations Unies par rapport à la situation sur le continent africain. Embalo, vous savez, je ne veux pas lui faire de publicité, mais puisque quand même son nom ressort, Embalo n'a même pas de légitimité dans son pays. Vous savez, il vient d'échapper à un coup d'État. Bon. En dehors du coup d'État, l'élection qu'il dit avoir gagnée est une élection qui reste très contestée. Déjà, c'est l'un des rares chefs d'État qui prête serment dans un hôtel. C'est-à-dire, Madame Dedi, voilà une situation rocambolesque. En mourir de rire. Le chef de l'État prête serment dans une chambre d'hôtel. Comme invité, ambassadeur et son parrain Macky Sall. Oui, Batenguene, pardon, quelques minutes, le temps sont prioritaires. De prendre les téléspectateurs. Monsieur Jean Sakpounou, bonsoir et bienvenue. Allô? Jonathan? Oui, vous m'entendez? Allô? Allô? Oui, allô? Vous m'entendez? Allô? Allô, allô? Vous m'entendez, Linda? Allô, Linda, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends maintenant, allez-y. Merci. Nous vous saluons avec référence. Nous saluons votre invité, Jonathan. Nous saluons les techniciens. Et nous saluons tous ceux qui écoutent For You Media. Et nous saluons la jeunesse africaine. Voilà encore. Ça fait rire, quoi. Ça fait rire parce qu'on ne peut pas concevoir.
on ne peut pas penser que les chefs d'État africains de la CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO vont penser faire une réunion à New York, en Amérique, dans mon pays ici. Ça m'étonne. Quel esclavage! Mais quel esclavage encore! Mais à un niveau là-bas, ils ne comprennent pas que chaque pays est indépendant. Donc ils vont quitter l'Afrique de l'Ouest pour venir faire une réunion à New York, en Amérique. Mais ce n'est pas possible. Mais les gens, ils sont tombés sur la tête ou quoi? Mais c'est quel esclavage? Qui sont ceux-là même qui les ordonnent de faire ainsi? Mais c'est une honte même pour l'Amérique. C'est trop flagrant. Mais on dirait que les chefs d'État là sont maintenant devenus des crapauds, n'est-ce pas? Vous ne les insultez pas, mais du fait qu'ils vont quitter pour venir s'asseoir en Amérique. On vient ça ici. Donc pour parler de l'Afrique, la terre, hein? Mais c'est quelle imbécilité ça, Linda? Mais ça nous étonne. Mais Patrick Talon, Foya Dema, je ne sais pas, et autres, Ali Bongo, mais Jacques Ouattara et Sissoko sont capables. Et l'autre, Bazoum aussi. Et les autres, vous ne réfléchissez pas? Mais c'est insultant quand même, Linda. Mais, ok, si nous allons parler d'une manière logique, qu'est-ce qui va amener que les chefs d'État de la CEDEAO vont venir à un congrès, c'est pas une réunion ici, qui concerne l'ONU, et maintenant l'Amérique va leur imposer ou bien va les rassembler pour parler des pays africains du Mali? Mais c'est quelle bêtise ça là? Ça n'a pas de sens. C'est quelle diplomatie ça? Pour décider pour les peuples africains? Mais je sais pas, hein. Vous voyez, ça veut dire que leur fin s'approche. Ils sont devenus maintenant très flagrants. Continuons la lutte. Tout ce qu'ils vont dire concernant le Mali n'aura pas d'effet concernant le Mali et les autres pays qui cherchent à sortir des griffes de ces Occidentaux. Nous n'avons pas peur de le dire. Je suis américain, je le professe, je ne peux pas cautionner cette injustice, cet esclavage de mon pays ici, encore vers l'Afrique. Les dirigeants de ce pays doivent vraiment faire attention. Les temps sont révolus. Oui, je le dis parce que je suis aussi digne, un être digne. Tu ne peux pas concevoir qu'un pays, l'Amérique, va maintenant décider pour les pays africains. Mais nous ne sommes pas en temps d'esclavage quand même. Hein. Que Dieu bénisse, nous sommes en guerre. Merci beaucoup à vous, monsieur Sakpounou, pour votre réaction dans le cadre de cette édition. Et nous tenons à rappeler à nos téléspectateurs qui sont bien sûr en attente. Alors, du côté de la réalisation, est-ce que nous pouvons prendre cet autre téléspectateur? Est-ce que nous pouvons la voir? D'accord, en espérant peut-être qu'il reviendra. Nous allons poursuivre avec vous, hein, monsieur Batengene. Oui, nous expliquions. C'est quand même terrible, hein. Monsieur Embalo, c'est un type. Il a prêté serment dans une chambre d'hôtel. Nous étions de 10 ans là-dessus. Ce dernier avait eu droit à quelques honneurs militaires à la descente là. On dirait une cérémonie en catimini de mariage. Et c'est lui que l'Occident vient chercher pour mettre comme étant le meilleur là-bas de déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest. Après les échecs de quelqu'un quand même qui avait une certaine légitimité. Akufo-Addo. Lui au moins ça a été élu. Mais comme dans les réseaux maçonniques il y a l'allégeance, ce monsieur est tenu par ses liens d'allégeance maçonnique à M. Ouattara. Et donc, il a rempli sa mission de simple sous-fifre au service d'un de ses parrains. Quant à M. Embalo, c'est le cas d'un individu ou bien d'une personne qui n'a jamais rien eu d'exceptionnel.
il menait une vie plate dans l'armée guinéenne. Et un jour, il lui est venu d'aller faire ses diplômes en France. Certainement, là, il voulait se faire coopter par les réseaux de la France-Afrique. Il se retrouve en France. Il passe un certain temps avec eux. Je crois que Madame dit, je vais laisser que vous... Oui, que nous prenons les téléspectateurs, surtout que ce dernier nous appelle depuis la ville de Ngaoundéré. Bonsoir, cher monsieur, et merci d'avoir accepté d'être avec nous. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. C'est le moment de Ngaoundéré. Oui. Je vous ai dit aujourd'hui que l'affaire de CEDEAO, il faut que nous faisons ça. Il faut que nous choisissions le pays qui passe avec nous. On prend une ligne avec le reste du monde. Vraiment. Parce que vous-même, vous voyez que le ne va pas, non? Nous avons des gens qui sont pour qui trahissent. Vraiment. Et je vous remercie. D'accord, monsieur. D'accord. Est-ce que nous avons un autre appelant? D'accord. Pas encore. Oui, monsieur Batengeni. Donc, vous avez cette personne-là, il n'a pas de légitimité, il est plat, une existence plate, fade, et qui finalement trouve un peu d'action dans sa vie après le coup d'État manqué, c'est qu'il peut au moins servir les intérêts de l'Occident. Voilà l'homme à qui on confie cette besogne. Un individu, regardez avec combien Macron l'a pris dans sa visite. 23 millions d'euros. On lui dit avec 23 millions d'euros, on va financer 4 millions l'agriculture, 15 millions, je ne sais pas trop, les formations de quelques personnes là. Ça fait en tout 23 millions d'euros. Un État en Afrique comme la Guinée-Bissau. Ce n'est pas une honte ça. 23 millions d'euros. C'est avec ça qu'on a acheté ce monsieur. Il était déjà allé il y a un an commander 1 milliard de francs CFA. 1 milliard. De l'argent que même la Côte d'Ivoire aurait pu lui affecter gracieusement. Il s'en va commander ça à Paris. Vous voyez que ça c'est un chef d'État sérieux? Vous croyez que même ces notes d'hôtel là, elles sont payées par sa présidence? Si ça se trouve, c'est les États-Unis qui payent cette note pour traîtrise envers l'Afrique. Voilà l'homme qu'on prend et on met devant nous. On dit dirigeant de la CEDEAO. Embalo est une déception. Non, pas une déception. Il est aussi fade que ce qu'il est en Guinée-Bissau. Ce qu'on peut se dire simplement, c'est que nous n'avons jamais eu d'attente. D'ailleurs, quand il prenait la présidence, c'était ici que nous disions, nous n'avons aucune attente. Mais s'il peut quand même se réveiller et faire quelque chose pour le continent, ce sera une surprise. S'il n'en fait pas, ce ne sera pas une surprise. On sait qu'il ne pouvait rien faire et qu'il n'a jamais rien fait. Monsieur Embalo ne veut rien faire, n'a jamais rien fait, ne fait rien. Il est simplement un traître qui croit que dans sa traîtrise, il trouve de l'action à sa vie. C'est tout. Monsieur Embalo, ce n'est pas un événement en Afrique. On a connu mieux que lui. Si Houphouët-Boigny est parti, si Senghor est parti, et que ceux-là ont écrit quand même leur nom en lettres d'or dans la coopération avec la France, ce n'est pas un Embalo qui n'a aucune légitimité dans son pays qui fera quelque chose d'exceptionnel. Les États-Unis utilisent simplement ce monsieur qui n'a aucune légitimité, mais qui est aussi le reflet de ce que nous dénonçons, la légitimité extravertie. C'est-à-dire que ils disent à certains individus en Afrique, tu n'as pas besoin d'être aimé par ton peuple. Tu n'as même pas besoin d'être aimé par les peuples africains. Sois aimé par nos services de renseignement, sois aimé par nos forces de sécurité, sois aimé par nos politiciens, défends nos intérêts, défends les intérêts de nos pays. Nous assurons ta sécurité. Mais de quelle sécurité parle-t-il?
Mbalo, c'est quand même le carrefour des bases militaires en Afrique. La Guinée-Bissau, on trouve la base française, la base chinoise, la base russe, la base... C'est quand même le carrefour des bases militaires. Bon, admettons que ce soit ça, monsieur Batenguene. Et donc, si les autres pays de la sous-région, qui sont le Mali ou encore la République de Guinée, décident par exemple d'opter pour ce qu'on appelle très souvent une politique de la chaise vide, c'est-à-dire ils vont quand même, puisque les assises commencent demain, alors ils arrivent dans la salle, ils s'asseyent, personne d'eux ne parle, ils finissent de faire, enfin ceux qui sont là, comme on dit très souvent, les 10 heures d'information finissent de parler, et les pays africains eux-mêmes ne disent rien. Est-ce que ce ne serait pas une façon de parler à Mbalo, mais également à ces autres dirigeants qui, ma foi, ont décidé de donner le reste de leur vie sans scrupule aux Occidentaux? Madame Dedi, j'ai même peur de ce scénario. Le mieux serait même de ne pas y assister. Le mieux serait que les chefs d'État africains n'y assistent pas. Au moins là, Mbalo ne sera même plus légitime dans le camp des traîtres. Parce que assister à cette réunion, les États-Unis n'ont qu'au foot que vous parliez au pas. D'ailleurs, ils ne vous invitent pas pour parler. C'est eux qui parlent. Ils ont déjà écrit tout ce qu'il faut faire. Il y a des clauses qui sont déjà là. Tout ce qu'on attend, c'est que vous veniez signer. D'ailleurs, même si vous avez honte de signer, on signe, on met le nom de votre pays en bas. On vous dit seulement d'assumer la signature au sortir. C'est ce que les États-Unis veulent faire. Les États-Unis s'en foutent de la légitimité. Regardez en Ukraine. Vous avez un seul instant l'impression que ces gens se soucient de la légitimité d'un homme en mettant le clone sanglant de Kiev au pouvoir. En allant au Pakistan mettre un gouvernement illégitime, ou bien en imposant en RDC un monsieur qui ne maîtrise pas les enjeux géopolitiques de son pays et qui est impopulaire. Les États-Unis n'ont qu'au foutre de la légitimité. Ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts. C'est tout ce qui les intéresse. Et tant qu'Mbalo sert leurs intérêts, pour eux, Mbalo est important. Il ira se pavaner dans les avenues de New York. Il ira dans les grands supermarchés de New York. Et il aura droit aux honneurs du président quand il passera aux États-Unis. On le présentera d'ailleurs comme un des défenseurs de la liberté et des droits de l'homme. Même si lui-même intérieurement sait qu'il n'en est pas un. Voilà les États-Unis. Ils sont prêts à faire un monologue. Des gens qui ont cautionné que la France vienne en Afrique signer des accords de défense avec 2 citoyens français en mettant le nom du deuxième citoyen français comme étant un Africain. Vous pensez que ces gens se soucient un seul instant de votre parole? Ils ne s'en soucient guère. Si le Black Lives Matter est en train de se développer aux États-Unis, vous devez comprendre que pour la communauté noire états-unienne, qui est considérée comme la communauté noire la plus évoluée du point de vue de leur hiérarchisation racialiste et raciste, si ceux-là sont considérés encore comme des parias, à plus forte raison, ceux qui sont sur le continent, qui considèrent encore comme des gens qui n'ont pas atteint le stade de l'humanité. Ils n'ont pas besoin de notre parole. Eh bien, nous devons en être conscients chaque fois que nous interagissons avec eux. Le mieux serait que les chefs d'État de la sous-région Afrique de l'Ouest boycottent ce sommet et écrivent une lettre de protestation pour demander que le sommet se tienne en Afrique de l'Ouest. Même si l'agenda sera états-unien, qu'il se tienne au moins en Afrique de l'Ouest. Justement, c'est vrai que vous avez anticipé sur la préoccupation de plusieurs Africains qui ont estimé que, bon, puisque ça a été cité, même si ce n'est pas de façon officielle, est-ce qu'il ne serait pas mieux, par exemple, que les dirigeants africains décident de ramener ce sommet africain sur le sol africain? Ce que vous dites, c'est effectivement la solution que nous prenons. Et vous savez, pendant qu'on en parle,
J'imagine un peu même les Akufo-Addo et Ouattara en train d'imaginer ce sommet à New York. Cette fois-ci, ils disent, ah, on croyait être les meilleurs élèves de ces gens, mais il y a encore un qui s'illustre comme étant le plus avancé à l'école de la couadise et du larbinisme. Donc, Embalo, c'est, je ne sais pas, mais c'est comme si vous aviez des cancres. Et parmi, il y a encore un qui s'illustre comme le meilleur de tous les cancres. Lui, il dit même que le sommet en Afrique, ça va. Akufo-Addo, lui, il organisait les sommets en Afrique, hein, avec les agendas états-uniens, français, et il s'en sortait quand même à dire que c'est le Ghana qui a fait les choses, même si la dernière réunion du 3 juin nous a fait comprendre que c'est pas le Ghana, quand Macron a appelé, a dit, les amis, c'est moi qui prends les décisions. Mais avec Embalo, il dit vraiment, la Guinée-Bissau ne peut pas faire ce jeu. On va aller vers le vrai patron. Monsieur Batenguine, ça c'est un manque de respect quand même à l'endroit de ses pères et frères africains. Alors, nous allons aller retrouver Zerfel. Bonsoir. Jonathan, moi, je voulais vous demander une permission pour lancer un cri de cœur à mes frères ivoiriens avant de venir sur votre sujet. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce n'est pas vraiment gai. Ce n'est pas bien pour les Ivoiriens. Nous, les Ivoiriens, on est assis et d'autres pays en train de disparaître dans nos mains. Voici, depuis le 10, on a lancé un appel à tous les Ivoiriens. Et personne n'a bougé d'un centime pour revendiquer quelque chose. Aujourd'hui, voici la rentrée qui est devant vous. Parce que Alassane, il a fait semblant, il vous a donné 20 000 francs sur vos salaires. Vous pensez que vous avez gagné chez des millions. Et vous êtes cloîtrés dans les maisons. Vous ne revendiquez pas vos droits à cause de vous. Cette femme aujourd'hui, elle est en prison. Et on a lancé un appel pour que tous les Ivoiriens sortent. Pour que cette femme sorte de la prison, vous êtes assis dans les maisons. Vraiment, je suis dépassé. Avec ça, vous dites que, comment dirais nous qui sommes en Europe, ici, on ne fait rien. On fait beaucoup de choses pour vous. Hein. Parce que le fait que notre petit salaire, on divise ça pour vous aider vos enfants. Et, tandis que vous êtes assis dans les maisons, il y a beaucoup de parents qui ont perdu leur boulot. Vous ne voyez pas que c'est triste. Vos enfants aujourd'hui, les petits-enfants aujourd'hui, ce sont ces petits-enfants-là qui vous nourrissent aussi dans les quartiers aujourd'hui qui sont diminués. Alors, quand vous voyez ce comportement-là, que vous êtes dans les maisons, hein, on parle du matin au soir pour vous donner ce que vous deviez faire. Alors, tout simplement, aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé quand on a arrêté l'opposant au Sénégal. J'oublie son nom, m'échappe un peu. Alors, qu'est-ce que les Maliens ont fait? Qu'est-ce que la jeunesse a? Qu'est-ce qu'ils sont sortis? Ils ont attaqué, ils n'ont pas attaqué les Sénégalais, ils ont attaqué ceux qui poussent ces présidents à faire du mal aux citoyens. Ce qu'ils implantaient dans nos pays pour faire de l'argent, pour venir construire leur pays, ils ont attaqué cela. Et dans l'immédiat, le téléphone a sonné qu'on a libéré le monsieur. Mais vous êtes assis aujourd'hui, vous attendez quoi? Pour tous ces magasins qui sont en train de pousser en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nos mamans ne peuvent plus vendre sur le marché à cause de ces magasins-là. Hein? À cause de ces magasins, la poubelle des Français, des poulets pourris, des Français qui viennent vendre les fruits, et je dis, les fruits pourris, des Français qui viennent vendre des choses en Afrique, en Côte d'Ivoire. Vous ne partez plus au marché parce que vous avez des supermarchés aujourd'hui. Nos mamans ne vendent plus à cause de ces magasins de merde. Alors vous êtes assis là, vous regardez. Mais c'est pourquoi moi je vous appelle. C'est maintenant. Parce que ce que la CEDEAO est en train de préparer contre le Mali, vous-même vous voyez ça. Parce qu'ils vont à New York demain, là, le 22, pour prendre des décisions pour envoyer l'OTAN comme ils ont fait le temps de Kadhafi. C'est la même chose qu'ils veulent faire les choses au Mali là. Parce que la France aujourd'hui a tellement honte, elle sait plus ce qu'elle va faire. Maintenant, elle est en train d'activer maintenant pas en Afrique maintenant, elle va vers l'Occident. Et c'est là-bas maintenant ils vont
ils vont prendre des décisions pour venir attaquer sur le Mali. Donc, vous, quand on attaque le Mali, là, c'est aussi, nous, on est dedans. Nous, les Ivoiriens, on est dedans aussi. Parce qu'ils vont nous piétiner jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier chose, comment dire, au dernier bébé. Donc, vous, levez-vous maintenant. Ce n'est pas parce qu'Alassane vous a donné des centimes sur vos salaires que vous allez oublier que cette dame qu'on a arrêtée aujourd'hui, qui est en prison là-bas, vous allez l'oublier. Sortez de vos maisons, de vos mères de maisons là, pour revendiquer le droit de cette brave femme qui est en train de vous défendre, pour que vous puissiez manger quelque chose. Alors, vous êtes assis. Quand vous allez vous lever? Quand vous allez faire quelque chose? Quand? Vraiment, Lida, vraiment, je te remercie pour ce temps que tu m'as permis de lancer un cri. Et puis, pour terminer, les journalistes qui viennent sur les plateaux de choses comme LCI pour attaquer le Mali, vous, le journaliste de choses de Ivoire, voir quoi là? Toi, tu ne peux même pas payer, comment dirais-je, ton essence pour aller à Yopougon pour faire un reportage. Et tu es assis, comment dirais-je, dans ta mère de maison là. C'est ça, tu passes sur, comment dirais-je, les Maliens. Le Mali aujourd'hui est en train de défendre, pas seulement, comment dirais-je, le Mali, mais ils sont en train de défendre l'Afrique. Quand toi tu parles que Goïta a fait un coup d'État, et chez ton président qui est là, qui l'a élu, quand même, quand vous venez sur le plateau de cette télévision, je sais que vous avez peur. Vous êtes acheté avant de venir. Et puis, comment dire, ce journaliste, se disant journaliste comment dire, de merde, éléphant déchaîné là. Toi, tu viens sur les plateaux, tu dis que tu es journaliste. Tu n'es même pas capable. Tu attaques directement le Mali sans savoir ce qui se passe. Comment des gens peuvent prendre des armes, ils peuvent remplir un avion pour aller dans un pays sans autorisation. Et si on les arrête, vous dites que les Maliens sont en train de faire le malin. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que si ce sont les Maliens qui étaient venus tuer les Ivoiriens là, vous serez les premiers à dire on n'a qu'à les tuer en même temps. Donc arrêtez de dire des merdes sur vos télévisions, de merde que Alassane vous est payé pour venir dire de n'importe quoi dans les oreilles des Ivoiriens. Vraiment, Linda, je te dis merci encore parce que je suis trop, vraiment. Les mots me manquent pour qualifier ces idiots de journalistes de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Zerfel, de nous avoir appelés. Mais voilà, je ne pourrais pas permettre quand même que vous puissiez qualifier des confrères de la sorte. Voilà. Et donc, on peut comprendre votre colère, mais qualifier justement des confrères de la sorte, alors je ne saurais vous le permettre. Nous avons un autre appelant depuis, je crois, la Côte d'Ivoire. Il s'agit de monsieur Bandakani depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon grand frère Jonathan Bantegene. Merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Sachez que vous êtes une fierté pour cette Afrique qui est en train de naître. Linda, grand frère Bantegene et toute la technique, le fondateur de Forum Media, vous êtes une fierté pour l'Afrique de demain. Et l'Afrique de demain, c'est aujourd'hui. Et c'est nous. Je suis fier de vous. Si j'ai fini de dire ça, mon grand frère Bantegene, ces choses qui vont aller organiser un sommet aux États-Unis, ne les considérez plus comme des présidents. Ils ne sont pas des présidents africains. Ce ne sont pas des présidents africains. Ils ne sont pas africains. Ils n'ont que la peau noire et ils portent le nom. Sinon, est-ce que ça là, on peut même dire, mon grand frère Bantegene, est-ce que tu peux même dire à ton voisin, quel voisin, la réunion de famille là, de notre famille, la famille et Bantegene là, va être lieu dans leur maison. Ça ne se fait pas. Si vous êtes vraiment membre de cette famille-là, vous ne pouvez pas déporter votre histoire de famille pour aller faire une réunion chez votre voisin. Donc, vous voyez, ce sont des trucs, ce sont des choses qui sont en train de se dévoiler. On est en train de mieux les voir. Vous savez quoi?
j'ai l'habitude de tuer un poulet. Quand on tue un poulet, quand il veut mourir, il saute plus. Donc, c'est leur fin. C'est leur fin, tous les enfants. Quand je parle d'enfants, je veux dire les enfants de 5 ans, et vous de dites 6 ans, des on conneries connaît. dans Nous, on avait pas de la trentaine avant de connaître ces choses qui se disent président. Vous me comprenez un peu, non? Donc, laissez-les. Laissez-les. Vous, c'est vous que nous écoutons. L'instruction que vous nous donnez, l'Afrique est en train de s'instruire. L'Afrique est en train de prendre sa responsabilité. Donc, c'est fainéant, c'est soi-disant, je n'ai même pas envie de dire, c'est valets des Occidentaux là, qu'ils fassent leur réunion. Le temps viendra où la CEDEAO des peuples fera sa réunion dans un pays de la CEDEAO. C'est une honte, mais pas pour nous les Africains, pas pour le peuple africain. C'est une honte pour eux. Ceux-là, même la poubelle de l'histoire va les rejeter, Batengene. Je vous assure, Linda, la poubelle de l'histoire africaine va rejeter, va refuser ces personnes-là. C'est soi-disant, je ne sais pas quel nom leur donner là. Donc, moi, je suis sûr, la patrie ou la mort, nous allons vaincre. Merci pour tout ce que vous faites. Bye bye. Merci à For You Media. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup également à vous, Monsieur Banda Kani, pour votre participation. Et je pense que c'est avec votre appel que nous allons refermer le standard et pourquoi pas aussi l'édition de ce soir. Oui, ce qu'a dit notre frère Banda Kani est tout à fait vrai. L'histoire, le tribunal de l'histoire va jeter aux orfraies tous ces renégats, ces symboles de la déchéance africaine. Effectivement, au niveau où leur maître nous avait placés, ils se retrouvent là-bas. Ils sont en dessous de l'humanité. Et nous allons nous charger de travailler pour que la mémoire africaine se souvienne de ceux qui se battent véritablement pour l'Afrique. Tout président qui ira à New York, cher frère, cher papa, cher maman de la CEDEAO, notez-le, ce n'est pas un Africain, ce n'est pas un chef d'État. C'est un petit larbin, comme disait Aimé Césaire, un larbin de l'espérance, un hanneton de la souffrance. C'est un élément qui n'est pas dans notre ADN d'Africain. Nous ne savons pas nous soumettre avec autant de ridicule. Nous savons avoir une fierté, une dignité. Le peuple africain qui se lève, c'est le peuple qui a manifesté au Trocadéro samedi. Et nous disons encore à nos frères de Côte d'Ivoire, levez-vous, c'est la société civile ivoirienne qui devra prendre le pouvoir. Levez-vous, levez-vous, soyez indociles, levez-vous frères ivoiriens. La libération de la CEDEAO, ça passera par la Côte d'Ivoire. Alors, on nous fait savoir qu'il y a un aplomb de la Côte d'Ivoire. Chers téléspectateurs, n'attendez pas la fin de l'émission pour commencer à vous bousculer au niveau du standard. Vous savez, For You, c'est une série également d'émissions qui doivent s'enchaîner, de grâce. Alors, c'est une exception avec vous, Monsieur Richard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Oui. Madame Linda, bonsoir. Alors, je ne peux pas parler avec saluer le président de la Cali. Avec le créateur même de la société. Quand j'ai fini de dire ça, c'est qui voit de la politique. Et nous avons quand ils parlent des Ivoiriens, ils Alors, on a un souci. Nous avons un souci. Monsieur Pierre, merci d'interrompre cet appel parce que je ne sais pas si vous-même, Monsieur Pierre, vous ne vous rendez pas compte que la qualité sonore n'est pas bonne. Donc, merci d'interrompre cet appel. Et bon, merci quand même, Monsieur Richard, d'avoir essayé d'appeler. Très mauvaise audition ou très mauvaise qualité audible de ce coup de fil. Alors, Jonathan Watengene, merci d'avoir été là encore aujourd'hui. Beaucoup de courage, Princesse Linda Ndedi Foot.
Beaucoup de courage. Il faut que les téléspectateurs le sachent. Vous réalisez ces émissions dans un état de santé qui se dégrade de plus en plus depuis quelque temps. Nous vous souhaitons bonne guérison et surtout que les dieux de l'Afrique, nos ancêtres, soient avec vous. Merci beaucoup, Jonathan Batengene. Et merci également à toute l'équipe de production. Bonsoir.